Trump peut être honnête, ça peut être une vérité qu'il dit, il veut arrêter les guerres partout. Il n'a pas dit en particulier en Afrique, mais partout il veut arrêter les guerres. Ça signifie que les gens qui profitent de la guerre, par exemple ici chez nous, ne sont pas contents. Et pour ce qui est du Rwanda, le Rwanda se dit, le Congo est tellement faible que nous pouvons l'attaquer militairement. Et une fois que nous sommes déjà dans certains territoires, les États-Unis ne vont pas nous empêcher de faire ce que nous voulons. Donc il faut maintenant intensifier la guerre très vite et prendre des parties comme des villes aussi importantes que Goma, etc. C'est ça qui est à la base. C'est pour cela que le Rwanda a attaqué Saké, etc. Eh bien, notre armée se porte mieux en ce moment-ci qu'il y a par exemple 2 ans. Notre armée, nous apprenons que, par exemple, pour ce qui est de Saké, notre armée a repoussé les assaillants. Avant, notre armée n'existait pas du tout. Nous n'arrivions pas à arrêter l'ennemi. Tandis que maintenant, tiens, on arrête l'ennemi. Mais nous sommes en train de faire une guerre. On nous impose cette guerre-là. Pendant la guerre, vous pouvez gagner quelque chose, vous pouvez perdre aussi quelque chose. La situation actuelle est un avantage, est avantageuse pour nous. Ça montre que nous ne sommes plus aussi faibles que nous étions avant. Et si ça se répète encore, moi je serais sûr que tiens, on a fait quelque chose du côté de l'armée. Mais nous sommes encore coincés par certaines obligations du type politique, diplomatique, qui ne nous amènent pas à prendre la décision une bonne fois pour toutes et de foutre l'armée rwandaise en dehors du territoire congolais. Nous présentons encore des faiblesses, on sent ça, mais ça va beaucoup mieux qu'avant, beaucoup mieux. Entre autres, à ce que tout le monde raconte, l'infiltration. Nous avons été infiltrés, donc nous étions engagés en tant que pays, à travers des politiciens, à travers certaines personnes, Laurent Kabila, à arrêter la dictature de M. Mobutu et à instaurer la démocratie dans le pays. Les Américains ont profité de cette tendance à se défaire de la dictature. Ils se sont arrangés de façon à envoyer une armée, l'armée rwandaise, ici chez nous, pour couper le pays en 5. Nous sommes trop forts, trop grands. Bon, nous ne sommes pas encore très sûrs de ce qui se passe du côté de l'assassinat de Chirimwami. Il y a des gens qui disent, il y a des Rwandais, là je suis un peu sûr, des Rwandais qui disent que ce sont des Kassaïens qui ont tué Chirimwami. Là c'est vraiment de la propagande anti-Tshisekedi, anti-Luba. Il faut savoir que pour les Rwandais, le peuple le plus fort, celui avec lequel il faut faire très attention au Congo, c'est le peuple Luba. Ils disent, les Baluba là sont différents des autres. Les autres, on peut faire tout ce qu'on veut avec eux, mais les Baluba non. Donc ça c'est un. La propagande, à part la propagande rwandaise, il y a une autre version qui est que les ennemis ont tiré et Chirimwami a été atteint. Il y a une troisième version qui, elle, dit il y a des gens au sein de l'armée de nos FARDC. Il y a une vidéo qui court déjà. Il y a des gens des FARDC qui n'étaient pas d'accord avec Chirimwami parce que Chirimwami a donné un ordre qui était contraire à leur perception des intérêts de notre pays. Ils l'ont traité de traître et l'ont éliminé. Bon, moi je suis plutôt d'accord avec la deuxième version qui semble plus rationnelle, moins engagée d'un côté comme de l'autre. Moi je crois qu'il est allé au front et selon un journaliste
qui est aux États-Unis. En ce moment-ci, il est ici à Mbujimaï. Selon ce journaliste-là, avant que Chirimwami quand on l'a présenté au front, le journaliste a reproché à Chirimwami de ne pas être assez protégé individuellement. Et le journaliste là, je crois que c'est Kalonji, a fini par dire, voilà, il est mort. Justement, je disais ce jour-là, voilà, qu'il n'était pas assez protégé. Je crois que la deuxième version est meilleure. Mais il y a un problème très intéressant et très inquiétant en même temps. On peut se poser la question à propos des ambassadeurs, pas des ambassadeurs, du personnel diplomatique des pays comme les États-Unis, la France, etc., et l'Angleterre, qui sont à l'Est. Pourquoi est-ce que ces personnes-là sont à l'Est et ne sont pas en Mbujimaï? Pourquoi? Parce qu'ils étaient déjà dans le projet de balkanisation du Congo. Et maintenant que ça va mal là-bas, ils se disent, c'est sûr qu'on va attaquer nos ambassades, plutôt le personnel diplomatique. On va certainement attaquer. C'est pour ça qu'ils retirent ce personnel-là. Déjà exprimé son point de vue selon lequel il faut faire de la guerre. Il l'a déjà exprimé. Je crois que demain, il y a une rencontre, une réunion plutôt, des deux parlements, le Sénat et le Parlement. Et là, nous allons voir ce qui se passe. Va-t-on faire une déclaration de guerre? Peut-être. Même si on ne fait pas la déclaration de guerre, moi je comprendrai. Pourquoi? Parce que cette guerre que nous sommes en train de mener, beaucoup de gens croient que nous sommes en train de mener la guerre contre le Rwanda. Ça n'est pas vrai. Nous sommes en train de mener une guerre contre les États-Unis qui utilisent une armée quelconque qui s'appelle FDF pour prendre les minerais, pour prendre une partie du Congo. Alors, toute déclaration de guerre contre un pseudo-guerrier qui est là, une partie d'une armée qui est utilisée par les États-Unis, toute déclaration de guerre sera adressée aux États-Unis. Pourquoi est-ce qu'il est allé en Turquie? Non. Il sent d'abord que ça ne va pas. Dans sa stratégie à lui, il n'a que quelques stratégies. Hein. Dans sa stratégie, lorsqu'on a des difficultés, on parle à celui qu'on a attaqué. Pendant qu'on lui parle, on attaque son territoire. C'est ça la stratégie. Fight and talk. Talk and fight. Comme on le dit en anglais, comme il le dit lui-même. Alors, il est allé voir Erdogan parce que Erdogan, donc le président de la Turquie est un pays de l'OTAN. C'est la plus grande armée de l'OTAN. En même temps, la Turquie prend position pour la Russie ou pour quelqu'un d'autre si cela va dans le sens des intérêts de la Turquie. Contrairement à la France. La France de Macron, elle, elle est d'une servilité incroyable. Elle accepte tout ce que les Américains disent, ou veulent. Et les Américains d'ailleurs appellent les Français et les autres des vassaux, nos vassaux. Donc, Kagame est allé voir Erdogan pour cette raison essentielle, que Erdogan est plutôt indépendant dans sa façon de voir. Avec lui, si nous l'appelons, s'il vient, les Congolais vont croire que ça va, ce ne sont pas les États-Unis qui sont en train de faire ce qui est en train d'arriver. C'est pour ça qu'il est allé voir Erdogan. Il est allé voir Erdogan qui a dit, oh, il est prêt à aider, mais on dirait que les dirigeants congolais ont commencé à prendre des positions plutôt claires quand il s'agit des relations avec les États-Unis dans ces matières de guerre. Et c'est pour ça que le président de la République a dit non, on n'a pas besoin d'Erdogan, nous avons besoin d'un Africain. Pourquoi est-ce qu'on va aller prendre quelqu'un de si loin? C'est, je crois, très intelligent.